avant que j'ai Mirage, je développais deux projets en France. Un projet qui m'était très cher, mais un peu foufou, dans le sens où c'était un film d'horreur avec des enfants, un peu dans l'esprit espagnol et très américain pour le côté un peu années 80. Et il y avait quelque chose qui n'était pas réaliste dans le sens où j'avais 28 ans et j'essayais de développer ces projets-là. Et voilà, j'étais personne, c'était un peu compliqué. Est venue la proposition du Maroc. J'ai ce réalisateur, donc producteur qui s'appelle Nabil Ayouch, qui est venu vers moi en me disant, écoute, voilà, nous on fait cette collection de films, est-ce que un projet t'intéresse? Est-ce que tu as un projet à me raconter? Je dis ok, banco, on joue le jeu. Dans le principe de départ, je voyais pas forcément le point de départ se créer au Maroc, mais si vous voulez, comme c'est très difficile, comme on est nombreux à vouloir faire ce métier en Occident et que même si les technologies nous offrent les moyens de faire des films plus facilement aujourd'hui, le marché est saturé dans tous les cas. Donc faut marquer sa différence quelque part. Donc l'opportunité au Maroc est venue et j'ai pu faire ce film-là. Et c'est une chance incroyable qu'on m'a donnée. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de me dire que le film est uniquement marocain, parce que comme disait Karim tout à l'heure, le film est universel avant tout. Et c'est un peu dans cette démarche-là qu'on a voulu faire le film. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas assez de films marocains qui sont universels, sauf les films de société, sauf le film où on va voir la situation de la femme dans un village, où on va se dire que la situation de la femme est difficile, tout ça, quelque chose qui va rassurer le spectateur occidental dans sa conscience, quelque part. Donc en soi, il y a eu une opportunité et donc j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire là-bas, de par de ma double nationalité, de par que je sois d'origine marocaine, il y a vraiment quelque chose à construire au Maroc, une opportunité. Je sais que j'ai d'autres projets à faire là-bas parce que je sais que c'est un terrain vierge et qu'il y a des choses à faire là-bas. Et qu'en plus, ce que je disais tout à l'heure sur scène, il y a, dans le sens où il y a une proposition de richesse à apporter à ce cinéma-là, dans le sens que on a effectivement certains types de films et il est temps qu'aujourd'hui des jeunes réalisateurs qui ont envie de faire de ce métier-là s'assument comme tels et proposent un cinéma alternatif qui sort un peu du lot. Et pourquoi pas montrer à l'Occident un autre regard sur le monde arabe qui sort un peu de l'image qu'on a des médias en fait. Et j'espère que sur les personnages on voit autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Et donc là où ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est la double lecture qu'a le film, quelque part, aussi dans le sens fantastique du film. Le spectateur un peu qui a pas forcément envie de croire, d'adhérer au fantastique, peut se dire que les personnages vivent le désert, la chaleur, l'isolement, et quelque part ont des visions. Et l'autre point, c'est certainement ce que vous étiez en train de dire, c'est que c'est le désert qui les fait vivre ces événements. C'est le désert qui les met à l'épreuve, un par un. Et finalement, le plus faible, donc le personnage de Jamal, qui est le fils à papa, qui est l'enfant gâté, mais qui n'a pas eu l'éducation qu'il fallait peut-être, va céder et va mener le groupe au fond du gouffre, quelque part. L'idée, c'était de raconter une histoire, un fait de société, et de dériver, de partir d'un phénomène de société et d'une réalité bien réelle, pour la faire basculer en fait dans le fantastique. Et c'est étrange parce qu'on en parlait avec un journaliste dernièrement et il me parlait d'un de mes courts-métrages où il me disait effectivement c'est un peu le même système, on a l'impression qu'on part d'une base réaliste pour basculer dans le fantastique. Et en fait, bon, c'était peut-être inconscient et on se rend compte que c'est quelque chose de nécessaire, en tout cas pour moi, aujourd'hui, de partir de quelque chose de très réaliste pour l'envoyer vers quelque chose, l'envoyer dans un univers surnaturel. C'est un peu, voilà, je sais pas, un leitmotiv peut-être. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait un texte qui était originellement écrit en français. Et comme le scénario est écrit à 60-70%, enfin, il est à 60-70% en arabe, ce qu'on a fait, c'est une réadaptation avec les comédiens. On s'est retrouvés autour d'une table, puis on a parlé du texte, on a parlé beaucoup des personnages. C'est ce qui a aussi déterminé, c'est ce qui a beaucoup déterminé au préalable le casting des personnages, parce que j'ai beaucoup cherché les comédiens, parce qu'on avait beaucoup dit que les comédiens au Maroc surjouaient beaucoup. Et une fois arrivé au Maroc, en fait,
bah, la rencontre avec ces gens-là était complètement, enfin, m'a prouvé l'inverse. C'est qu'il y a vraiment des vrais comédiens, de très bons comédiens, des jeunes comédiens qui ont envie, justement, qui sont beaucoup plus s'inspirer de l'école occidentale que de l'école égyptienne. Et donc voilà, en fait, on a fait ce travail ensemble. Et peut-être que eux vous en parleront mieux que moi, probablement. Mais ils ont eu vraiment une marge de liberté à ce niveau-là. On a travaillé vraiment les personnages et les ensemble, et il y avait vraiment une marge d'improvisation. Je sais pas. Et ouais, pour le travail vis-à-vis des comédiens, ce qui était énorme, c'est que Talal sait exactement ce qu'il veut. Il y a une ligne directrice. Mais en même temps, on a une espèce de liberté. Je fais allusion par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à l'improvisation. L'improvisation, c'est bien dans le jeu. Tout le monde croit que l'improvisation, c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Mais si on ne maîtrise pas notre texte, si on ne maîtrise pas le travail, on ne peut pas aller vers l'improvisation. On ne peut pas juste improviser pour improviser. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on travaillait matin, jour et nuit. Même en fin de tournage, fin de journée, on travaillait, on répétait. Et on parlait même de nos personnages. Des fois, c'était même pas répété, mais juste de parler de nos personnages sur l'évolution de l'histoire au fur et à mesure. Donc, on essayait d'avoir déjà la maîtrise par rapport à l'histoire. Et ensuite, l'improvisation dont vous parliez, elle arrivait et ça créait. Des fois, on avait des moments, on avait ressenti des choses. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti à l'écran, mais des fois, il y avait des choses qui étaient magiques. Et voilà, et c'est là où c'est beau. Donc, en même temps, il sait ce qu'il veut. Il y a une espèce de ligne directrice, mais en même temps, on avait un champ de. On était assez libre par rapport à l'improvisation, et c'est là où, quand les deux se marient, ça devient super intéressant dans la créativité. Est-ce que vraiment, on vous a poussé très loin au niveau physique pour essayer de ressentir ces effets de la soif? Est-ce que vous avez vraiment souffert dans ce désert pendant le tournage? Je pense qu'un acteur qui se respecte cherche certaines émotions et prend certains risques. C'était une belle aventure. Au tout départ du projet, on avait l'argent, on n'avait pas de projet. Il fallait écrire un scénario à partir de cette somme. Donc on a d'où le désert, d'où les personnages. Pour l'anecdote, le film a coûté 100 000 € et a été tourné en 20 jours. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on cherchait un fait divers, quelque chose qui pouvait nous intéresser en tout cas pour un sujet de société, parce que le départ, c'était de faire un film fantastique, mais partir quand même d'un fait de société. Et dans les faits divers, on était tombé sur l'histoire d'un médecin diplômé chômeur qui s'était, il y a 5 ans, à Casablanca, en place publique, incendié lui-même. Dans les premières versions du script, ça devait être la séquence d'ouverture du film, avant qu'on retourne dans un flashback, en fait, où on comprenne pourquoi Saïd s'est foutu le feu dessus. Et bon, forcément, donc on nous a dit non, mais c'est peut-être pas très intéressant, tout ça, c'est peut-être pas très prudent, et surtout que le film coûterait peut-être un peu plus cher si vous faites cette séquence-là, vaut mieux pas le faire. Donc on l'a pas fait, donc du coup on a réfléchi un peu comment on pourrait détourner le truc, mais dès le départ, l'idée c'était de partir d'un phénomène de société un peu comme ça. Donc quand vous parlez des couches de lecture du film, c'est vraiment pas pour être opportuniste, mais je pense que ça part vraiment d'un malaise de la société marocaine, parce que chacun des personnages représente vraiment un échantillon de la population marocaine à travers ces malaises. Alors je ne sais pas comment le spectateur occidental le perçoit, mais effectivement chacune des angoisses de chacun des personnages est vécue à travers une vraie angoisse que peuvent, à mon sens, en tout cas c'est mon regard, c'est mon point de vue, ressentir dans le film. Moi je pense que le Maroc aujourd'hui, comme beaucoup de pays qui vivent la mondialisation, alors que c'est des pays qui ont une culture très très marquée chez eux, passe une période de schizophrénie. C'est ce qui explique en fait aujourd'hui, à mon sens, les conflits qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'il y a, parce que le monde occidental nous séduit quelque part, et parce qu'on ne peut pas freiner ce monde occidental qui nous touche à travers la consommation, à travers les images. Donc du coup, quelque part, il y a une sorte de blocage et de rejet qui se fait. Je pense, c'est mon interprétation en tout cas. Donc quelque part, Mirage raconte un peu ça, de façon indirecte. Le film commence dans un fond noir et on entend un personnage en train de se présenter en disant « Oui, bonjour, Julien, machin chose, à votre service ». On voit l'image, on voit qui c'est. Ce n'est pas Julien, c'est un Marocain, il s'appelle Saïd. C'est comme le point de départ de l'entreprise, en fait. Parler d'une entreprise multinationale qui arrive au Maroc et qui recrute des gens. Il y en a plein aujourd'hui, sachant que c'est un pays, sachant que le Maroc, comme beaucoup de pays en voie de développement, mise beaucoup sur l'industrialisation, sur les apports étrangers pour se développer.
Au détriment un petit peu de la culture de base, finalement. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que le point de départ m'intéressait, mais qu'ensuite, quelque part, ce qui m'intéressait plus, c'était de voir comment ces personnages allaient évoluer. Et je sais que ça frustre beaucoup de spectateurs de ne pas savoir, finalement, si l'entreprise a manipulé ou pas. Mais moi, quelque part, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ces personnages allaient se défendre dans ce cadre. Parce que je pense que ce désert, c'est un laboratoire d'expérience, c'est vraiment une métaphore de la société, en prenant seulement 5 échantillons. Bon, on aurait pu prendre, si on aurait voulu être plus réaliste, on aurait pris 1000 personnes. Bon, on a pris 5 personnes qui ressemblent un peu à ce que moi, j'avais envie de raconter. Il est vrai que le Maroc a toujours offert un paysage énorme pour pas mal de films. Et maintenant, le Maroc a tendance à ne plus seulement accueillir les films, mais il semble qu'il y ait un développement de la production marocaine. Je pense notamment à un film comme Kandisha, d'il y a 2 ans, je pense, où on avait quand même David Carradine dedans, et c'est une production américaine, production marocaine, et comme vous le disiez, qui est basée sur la fantaisie marocaine avec les idées, la culture du Kandisha notamment. Et là, j'ai l'impression qu'on a une évolution au niveau du cinéma marocain. Moi, là, ces 3 dernières années, j'ai constaté que tous les jeunes réalisateurs, ils avaient tous été étudiés aux États-Unis, en France, et qu'ils avaient décidé de rentrer au Maroc pour faire des films au Maroc, parce que socialement, il y a beaucoup de choses à raconter au Maroc. Est-ce que vous tournez beaucoup dans des films marocains? Est-ce que vous allez continuer à tourner dans beaucoup de films marocains? Est-ce que vous allez vous expatrier, plutôt essayer d'autres types de production? Qu'allez-vous faire maintenant avec ce développement du film marocain? Non, en fait, non, c'est pas une question de cinéma marocain ou pas marocain, hein, que le film soit turc ou marocain ou brésilien. Le plus important, à mon avis, c'est le réalisateur, c'est le scénario, c'est la personne avec qui on travaille. Vous avez un projet en cours, l'Oasis. Vous pouvez en parler un petit peu? Alors l'Oasis, c'est un film d'anticipation, un film d'action, un film un peu d'horreur aussi. Et voilà, on imagine comment sera le monde dans 20 ans, et plus spécifiquement le Maroc. Toujours dans le désert? Toujours dans le désert, ouais. Ça se passera dans une prison en plein milieu du désert, voilà. Donc on avance, là, on est en train de développer le projet, puis on espère le tourner en début d'année prochaine. Je vais chercher Christelle.